Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 20 janvier, bienvenue sur le ZCL. Où est Danick? Monsieur m'a abandonné déjà au bout d'une semaine, mais c'est pas grave, on fera l'émission sans lui. Alors aujourd'hui nous avons donc deux invités, Gilles Anduze qui va nous présenter donc la nouvelle association contre le silence et l'oubli. Nous recevons aussi aujourd'hui Madame Liliane Guillaume, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la présidente de l'association Alternative 119. C'est cela, oui. Voilà, donc on va revenir sur vous très bientôt. Et ensuite, on va finir donc le ZCL avec notre chronique culture habituelle animée par Martine. Mais pour l'heure, donc il est 12h30 tout juste, on va enchaîner avec les titres de l'actualité. Depuis lundi, le personnel de l'association d'accompagnement, d'orientation et de réinsertion sociale est en grève. Il dénonce des agissements contraires à toute réglementation et une mauvaise gestion du personnel. Notre équipe était sur place. Je ne veux plus rester ici. En 30 ans, c'est la première fois que le président de Case Sociale, Gaston Galif, est confronté à autant d'Antillais qui veulent rentrer chez eux. Rentrer au pays, oui, mais sans formation, ce n'est peut-être pas la solution. Reportage tout à l'heure avec Maurice Cessé. Et enfin, la journée exceptionnelle du recrutement, c'est aujourd'hui avec la gendarmerie de Guadeloupe. De 8h à 16h, les jeunes peuvent postuler pour devenir réservistes opérationnels. Le rendez-vous est donné à la caserne de Petit Pérou aux Abîmes. Mais tout de suite, alors nous recevons, comme je vous ai dit, Madame Liliane Guillaume, donc la présidente de l'association Alternative 119. Donc présentez-nous un peu l'objet de l'association. Alors, l'association, déjà bonjour à tous. L'association Alternative 119 se situe sur le territoire de Vieux Habitants et a comme pour objectif principaux, donc le maintien vital des familles, l'accompagnement économique, mais aussi l'association met en valeur le savoir-faire des personnes et aide aussi à l'insertion. Nous apportons aussi notre aide à l'insertion. D'accord. Et pourquoi 119 97 119 Vieux Habitants. Ah, bah oui, j'avais pas fait le rapprochement. Bah super. Et donc, du coup, quelles sont les différentes actions que vous mettez en place? Alors, toute l'année, nous avons une épicerie solidaire sur ce territoire. Nous avons aussi une journée d'information sur l'insertion qui a lieu au mois de janvier de chaque année. Nous avons la rue de l'artisanat qui a lieu chaque année aussi au mois de mai. Mais au sein de notre association, nous avons des ateliers, nous avons des personnes qui veulent économiquement s'en sortir et qui participent à nos ateliers en interne. D'accord. Alors, je vais revenir du coup sur l'épicerie solidaire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, l'État en Guadeloupe? Alors, je donnerai seulement des chiffres de 2015, c'est cette année passée. Il faut dire que nous existons depuis 2009 et que cette épicerie solidaire est ouverte depuis 2009. Et nous venons en aide aux familles pour le maintien vital de ces familles. Donc, pour 2015, nous avons aidé 7764 personnes, ce qui revient à 396 foyers. Ah, quand même. Quand même. D'accord. Et au niveau du coup du public, quelles sont les caractéristiques du public que vous aidez? Tout le monde. C'est vrai? Tout le monde. Nous avons au début surtout les personnes qui percevaient le minimum vital, c'est-à-dire la CAF, les prestations familiales, le RSA et tout cela. Les personnes qui n'ont pas de salaire non plus. Et récemment, nous avons eu des salariés. Et ça continue. Et surtout les personnes âgées. D'accord, quand même. Et nous allons ajouter à cela les étudiants. Très bien. Alors, les personnes qui ne touchent pas de salaire, on pense aussi à ceux qui sont en formation. Aussi. Il y a des personnes en formation, mais au premier, au deuxième mois, qui n'ont pas de revenus de la part du centre de formation. Et là aussi, nous passons des conventions avec les centres de formation pour aider ces personnes. D'accord. Mais nous aidons, comme je vous ai dit, le maintien vital. Très bien. Et les chiffres que vous avez annoncés, du coup, ils étaient plutôt en hausse, en hausse par rapport à 2014? Oui, par rapport à 2014, oui, les chiffres sont en hausse. Alors, je vais même vous dire que nous sommes au mois de janvier. Nous sommes au mois de janvier. J'ai les chiffres parce que nous avons un logiciel pour les épiceries solidaires qui nous permet d'avoir des chiffres, des chiffres vraiment exacts. Donc, je vous dis, nous sommes en janvier,
nous aidons déjà 84 foyers. Seulement pour le mois de janvier? Oui, le mois de janvier n'est pas terminé. D'accord, 84 foyers. Et est-ce que vous êtes aidé, vous avez de l'aide par rapport aux organisations publiques? Nous avons de l'aide, c'est vrai, mais pas suffisamment. C'est-à-dire que quelque temps, nous avons eu de l'aide de la part du conseil régional. Hein. Depuis 3 ans, on n'en a pas eu. Nous avons aussi le conseil départemental qui nous aide. Hein. Nous avons la Fondation Semsamar qui apporte son soutien financier. Nous avons l'État, hein, surtout l'État. Quand même. Oui, l'État, oui, qui nous aide énormément. D'accord, chaque année, à travers nos demandes de subvention, les demandes qui sont accordées, nous donnons des chiffres, nous expliquons notre cas et puis ces organismes nous aident. Nous avons aussi les municipalités, je parle de la municipalité de Vaux-Habitants qui nous apporte son concours aussi, hein, que ce soit financier ou en logistique. Nous avons, je vais peut-être revenir dessus, hein, nous avons plusieurs organismes qui nous aident. D'accord, très bien. Et au niveau du coup, alors j'imagine que vous travaillez avec des supermarchés, voilà. Donc, l'épicerie solidaire, son but, c'est de venir en solidarité aux personnes. Nous ne faisons pas de gratuité. C'est-à-dire, nous ne voulons pas créer de l'assistanat, sauf les urgences vraiment urgentes. Je me répète, urgence vraiment urgent. Nous ne faisons pas de l'assistanat, donc les produits, les usagers donnent une participation. C'est-à-dire, ça peut aller du 0,5, 0,10, 0,20, 0,50 centimes. Vous voyez? Donc, nous ne pouvons pas acheter de produits. Nous ne pouvons pas acheter de produits et vendre au même prix, faire des bénéfices. Nous ne faisons pas de bénéfices. Donc, à ce moment-là, nous avons un commercial parce que nous avons des salariés. Nous avons 3 salariés. Et parmi ces salariés, il y a un commercial qui fait la démarche auprès des grandes structures afin de nous trouver des dons, des produits que nous pouvons mettre à disposition de nos usagers. Ce n'est pas évident parce que les grands distributeurs n'acceptent pas automatiquement. Mais ceux qui ont accepté, nous les remercions déjà. En retour, ils ont un reçu de dons qu'ils pourront utiliser pour les impôts parce que nous sommes déclarés d'utilité publique. D'accord, très bien. Alors, vous avez parlé d'urgence, très urgence. Alors, j'imagine que c'est quand il y a une personne qui est en danger. En danger, oui. D'accord. Nous pouvons aider cette personne. Nous pouvons, à travers le lien qu'on a avec l'organisme qui a fait l'évaluation de cette personne, naturellement. Vous avez beaucoup de cas comme ça ici? Oui, on a des cas. Oui, on a des cas. Ok, très bien. Alors demain, vous organisez donc une matinée jeunesse Bakoarban. Oui, du mois de janvier. Voilà. De quoi s'agit-il? Alors, c'est une manifestation. Donc, on a commencé, là, nous sommes sur la 7e édition. Et c'est une manifestation qui rassemble des organismes. Parce que vu l'éloignement de la Côte-Soulevant, enfin, ils le disent que c'est éloigné, mais ça se trouve en Guadeloupe quand même. Vu l'éloignement de la Côte-Soulevant, ce n'est pas évident pour un jeune de la Côte-Soulevant d'aller au World Trade Center. Surtout si le jeune n'est pas véhiculé. Effectivement. Ce n'est pas évident pour les familles d'accompagner le jeune au World Trade Center un samedi après-midi, par exemple. Donc, quand on a créé cette association, on a fait des constats. Pour créer cette association, c'est à travers des constats. Et après avoir créé cette association, donc, nous avons fait des actions. Donc, nous sommes en action. D'accord. Donc, nous avons décidé de faire venir les organismes sur le territoire de la Côte-Soulevant, tout particulièrement là où nous sommes, c'est-à-dire Vieux-Habitants. Et là, ça a été très difficile parce que les organismes n'ont pas voulu au début se déplacer, tous n'ont pas voulu se déplacer vers ce secteur. Mais aujourd'hui, ils ont bien compris notre demande, donc ils sont là. Alors depuis 2 ans ou 3 ans, nous avons une trentaine d'organismes qui se déplacent dans différents domaines. Et là, les jeunes, là, je vais rester sur les jeunes, les jeunes ont trouvé, la plupart ont trouvé ce qu'ils demandaient. Donc les organismes se sont déplacés vers ces jeunes. Et quel type de jeunes, du coup, est concerné par l'événement? Alors, quand nous avons créé l'association, c'est là où c'est un petit peu embêtant, nous avons pensé à la jeunesse. Nous avons vu cette jeunesse qui était là et qui attendait qu'on emmène justement ces centres. Et puis, depuis 2 ans, 3 ans, nous avons remarqué que les personnes plus âgées, je dis jeunesse entre 16 et 26 ans, 16 et 26 ans, les personnes les plus âgées étaient aussi en recherche de formation, de VAE, de travail. Ben oui. Et donc, nous avons décidé au sein de l'association
nous ne pouvions pas plus changer le nom parce que c'était jeunesse, mais de mettre 16 ans et plus. Et plus parce que jusqu'à plus de 50 ans, les personnes sont à la recherche parce qu'il y a eu des entreprises qui se sont fermées. Et ces jeunes sont à la recherche, ces personnes sont à la recherche d'emploi, à la recherche d'autres orientations professionnelles. Alors qu'on ait un diplôme ou pas, on peut venir. Oui, mais justement, c'est cela. Voilà. Et justement, on ne veut plus que personne reste là à se demander qu'est-ce que je vais faire, je n'ai pas de diplôme. Venez, et à ce moment-là, on va trouver, les organismes qui sont présents vont trouver une solution avec vous. Parce que, par exemple, demain, on aura Monsieur Flagy qui est quelqu'un qui peut travailler, qui peut orienter, qui peut conseiller aux jeunes, aux personnes d'avoir une route professionnelle. D'accord. Et on parle du coup beaucoup des jeunes qui sont diplômés, parfois très bien même. Est-ce que vous en avez beaucoup? Oui, des personnes qui ont le bac ou bac plus 2, qui ont le BTS, qui ne trouvent pas de travail. Alors, là, nous avons emmené la mobilité aussi. Nous avons le conseil régional, nous avons la cité des métiers et autres qui vont parler de la mobilité. Alors, nous sommes dans l'Europe, je dis aux jeunes, nous sommes dans la mondialisation. Il faut voir ailleurs ce qu'il y a, parce que d'autres personnes sortent ailleurs pour venir voir ce qu'il y a en Guadeloupe. Donc, nous allons conseiller ces personnes. C'est pour ça qu'il y a la DOM, il y a différents organismes qui seront là. Il y a un encadrement autour, ne vous inquiétez pas. On a réfléchi là-dessus et on emmène les organismes qu'il faut pour que personne ne reste à terre. Vous savez, chaque année, on fait cette manifestation. Si on peut aider 10 personnes, c'est beaucoup pour nous. Si encore cette année, on peut aider 10 personnes, c'est beaucoup pour nous. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons dans l'intérêt d'aider. Et nous disons de venir à cette manifestation. Ça a été difficile pour nous. Vous savez, chaque année, nous nous retrouvons avec des difficultés et nous les affrontons afin de mener à bien cette manifestation. D'accord. Alors, quelle est du coup votre méthodologie pour accompagner ces personnes qui cherchent à être insérées? Alors, la méthodologie déjà, c'est de faire venir ces organismes. Ensuite, c'est d'aller chercher les personnes qui en ont besoin. Parce que ce n'est pas évident. Ils ne viennent pas tout seuls. Ils ne viennent pas tout seuls ou nous sommes face à des personnes qui ont besoin de tuteurs. Face à des personnes qui ont besoin de tuteurs. Et c'est à ce moment-là que les familles réagissent et emmènent ces jeunes vers nous. Mais aussi, sur le plan information, il fallait repenser, revoir comment informer. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Ah, je ne savais pas qu'il y avait ça ce jour-là ». Donc, on utilise les médias pour informer. Donc, il fallait trouver d'autres personnes. Donc, on était obligé d'utiliser la poste pour emmener un flyer dans chaque foyer. On fait la distribution, on fait le bouche à oreille. On essaie toutes les possibilités qu'il y a pour informer les gens pour qu'ils puissent venir à cette manifestation. Cette manifestation, elle est gratuite. Nous en association, nous avons toutes les dépenses. Nous avons toutes les dépenses parce qu'il faut informer. Parce que nous nous donnons la possibilité d'informer, donc il faut dépenser. Et à ce moment-là, nous disons, il faut venir voir ce qu'on vous emmène. Il faut prendre le temps de regarder, de parler. Nous avons trop d'organismes qui se donnent la possibilité de venir ce jour-là pour qu'il n'y ait personne. Mais on a confiance, les gens viendront. Les gens viendront parce qu'ils ont tous envie de s'en sortir. Et nous sommes là avec eux pour les aider à s'en sortir. Donc c'est la 7e édition. Oui, c'est la 7e. Est-ce que du coup les personnes sont suivies? Est-ce que vous avez toujours contact avec des personnes que vous avez rencontrées lors de la première édition, par exemple? Est-ce que vous avez des retours? Alors, là, c'est les organismes qui pourront le mieux parler parce que nous donnons le temps et la possibilité d'organiser cette manifestation. Oui, nous avons quelques retours, mais ce n'est pas suffisant pour la quantité de personnes sur le site ce jour-là. Mais les organismes, s'ils reviennent, nous allons voir. S'ils reviennent, ces organismes, c'est que les gens réagissent, que les personnes sont venues vers eux et ils ont vu, ces organismes ont vu qu'à travers cette manifestation, ils peuvent encore avoir des personnes à la recherche d'informations.
D'accord, mais vous-même, vous n'avez pas de chiffres sur Non, je n'ai pas de chiffres. Je ne vais pas vous dire le contraire, je n'ai pas de chiffres. Par contre, on travaille avec la MFR. Ce sont des jeunes de la MFR, des étudiants, des lycéens de la MFR qui font un document, un questionnaire qui permet aux personnes sur le site, que ce soit les organismes ou les personnes fréquentant le site, de nous dire leurs impressions sur la manifestation. Et en faisant le bilan, c'est excellent. D'accord, super. Voilà. Est-ce que vous savez quels sont les problèmes que rencontrent le plus souvent les jeunes face à l'insertion? Est-ce que c'est parce qu'ils ont arrêté l'école jeune? Est-ce que c'est une formation qui n'est pas adaptée du coup à l'offre d'emploi sur le marché? Alors, ce que nous avons le plus, c'est que des jeunes ont fréquenté le milieu scolaire des fois sans avoir envie de le faire. C'est-à-dire, ils n'étaient pas dans une bonne orientation. D'accord. Nous avons ces jeunes qui, un jour, se disent non, ça suffit, je m'en vais. D'accord. Et qui se retrouvent là sans être arrivés au bout. Dès le départ, il y a un décrochage. Un décrochage, oui. Donc, nous demandons à ces jeunes de venir, on leur donne la possibilité justement de choisir ce qu'ils veulent faire. D'accord. Et nous avons des jeunes aussi qui ont été à l'école, et puis il n'y a pas de travail, donc qui sont là avec leur diplôme, et les parents financièrement n'ont pas pu les faire suivre. À ce moment-là, ces jeunes se retrouvent là et se disent qu'il n'y a plus de possibilité pour moi. Voyez. Alors justement, pour pouvoir remotiver ces jeunes-là, est-ce que vous invitez des professionnels pour parler des métiers aussi, en plus des organismes? C'est cela. Donc on pourra rencontrer des professionnels demain. C'est cela. Et puis il y aura un espace comme justement Madame Ambressa a voulu vraiment créer, c'est l'espace où le jeune va s'exprimer. Et c'est là que M. Flagi va rentrer en branle, quoi. Il va aider ces jeunes à comprendre leur situation. C'est pas tout le temps évident. Hein. C'est pour ça que nous sommes là, malgré les difficultés. Nous disons aux jeunes, nous avec les autres et nous quérir des autres. Parce que nous sommes des pères et des mères de famille. Moi, j'ai une situation professionnelle et je dis que c'est pas pour cela que je vais m'enfermer chez moi et dire que tant pis pour ça, non. Nous sommes là, nous voulons les aider. Malgré les difficultés qu'on rencontre, nous sommes là. Et nous voulons que ces jeunes réussissent. Nous ne sommes pas satisfaits de ce qui se passe à l'extérieur. Nous, justement, et nous apportons une toute petite goutte d'eau, hein, parce que, bon, il y a plusieurs organismes, il y a des collectivités qui font des choses, il y a l'État qui fait des choses, donc on ne veut pas... c'est juste une petite goutte d'eau dans ce qui existe. Hein. D'accord. Et vous nous avez parlé donc tout à l'heure d'une journée liée à l'artisanat, oui. Ça, c'est une très belle journée aussi que nous avons commencé avec Jeunesse Bako-Orban aussi. C'est-à-dire que nous avons des artisans en Guadeloupe et nous avons voulu montrer leur savoir-faire. C'est en les rencontrant, en allant sur les forums qui existent. Par exemple, si je vais au Salon Prestige de Bouillante, je vois ces artisans qui sont là et qui ont un savoir-faire. Mettre en exergue le savoir-faire de nos artisans, c'est très beau. Nous avons beaucoup d'artisans en Guadeloupe. Et... là, nous avons commencé naturellement avec beaucoup de difficultés aussi. Nous avons des artisans qui sont là depuis le début. C'est la 8e édition là bientôt. Des artisans qui sont là depuis le début et qui continuent avec nous. Et c'est cette force qui nous a aidés à continuer aussi. Donc, cette année, vous savez, il y a plus de 120 artisans chaque année qui réclament de participer à cette manifestation. Donc, nos difficultés, parce que bon, ça se passe dans la rue, c'est la rue de l'artisanat, on ne peut pas la changer, c'est cette rue de l'artisanat. Et nous avons aussi des difficultés, par exemple, ça a tellement augmenté que la municipalité ne peut même pas nous passer tous les chapiteaux. Parce que nous sommes toujours dans la solidarité, nous ne pouvons pas financièrement ponctionner l'artisan sur une participation financière élevée, etc. Donc le but vraiment, c'est de faire connaître son savoir-faire, ce n'est pas de le ponctionner financièrement. Voilà, je me répète, mais il faut vraiment appuyer sur cela parce que c'est essentiel. Donc, nous sommes à plus de 100 artisans, mais vraiment un savoir-faire guadeloupéen. Hein. D'accord. Vraiment un savoir-faire guadeloupéen. Et malgré une sélection, parce qu'on ne va pas prendre 40 personnes qui font des bijoux, parce que bon, donc malgré, on rentre dans tous les secteurs d'activité de l'artisanat, et malgré cela,
nous arrivons à 100 personnes, 100 artisans sur le site. Et ça fait beaucoup, mais on veut vraiment que ça continue. Et on remercie beaucoup les artisans parce qu'ils savent l'importance de cette journée, malgré cette journée commence à 9h et se termine, maintenant on voit qu'ils ne veulent plus partir, 18h ils sont là toujours. Et nous remercions la municipalité de nous donner l'autorisation d'utiliser cette route. Très bien. Et est-ce qu'il y a une volonté du coup des artisans de pouvoir s'exporter pour qu'on puisse reconnaître le savoir-faire guadeloupéen? Alors je vais vous dire quelque chose. En novembre, j'ai eu 2 appels de la métropole. D'accord. Des artisans qui veulent venir juste pour cette journée. Ah, qui veulent venir? Ah oui. Des artisans, des Guadeloupéens. Des Guadeloupéens qui sont là-bas. Oui. Et qui veulent venir à cette manifestation, qui attendent la date et qui veulent une fiche d'inscription pour venir à cette manifestation. Ah, c'est que ça fonctionne très bien alors. Pour eux, oui, très bien. Très bien. Ah, ben oui. Pour l'association, nous sommes en déficit parce qu'il faut louer les chapiteaux. Oui, parce qu'il y a trop d'artisans. Et il n'y a pas trop, mais il y a beaucoup d'artisans. D'accord. Donc, il faudrait demander du coup Oui, à cette année, on va essayer de demander de l'aide parce qu'on ne peut pas, parce que nous gérons cette épicerie solidaire, nous gérons Jeunesse Baco-Arbonne, qui est une journée gratuite. Et surtout dans cette journée, je reviens rapidement, dans cette journée de Jeunesse Baco-Arbonne, une collation est offerte gratuitement à tous ceux qui fréquentent le site. Vous savez, on ne veut pas qu'un jeune vienne sur le site et dise, mon Dieu, j'ai faim, je ne peux pas rester longtemps, etc. Non, on te donne une collation, tu manges et tu restes là pour pouvoir trouver une solution à ton problème. Très bien. Alors, est-ce que vous allez récupérer les coordonnées de tout le monde, pouvoir peut-être les relancer, savoir est-ce qu'ils ont trouvé des solutions sur place ou pas? Non, ça c'est l'organisme. On fait un travail avec l'organisme parce que l'organisme fait déjà ce travail. D'accord. L'organisme fait déjà ce travail. Mais on revient sur Jeunesse Baco-Arbonne. Sur Jeunesse Baco-Arbonne, ce qui est malheureux pour nous, c'est que nous avons, parce que nous contactons des entreprises, nous contactons aussi les boîtes d'intérim. Vous voyez, pour essayer d'emmener un peu d'emploi. Il y a déjà Pôle emploi, c'est sûr. Oui. Mais nous essayons justement d'avoir des entreprises qui recherchent des personnes, enfin, qui peuvent proposer du travail aux personnes, mais vraiment, ça ne marche pas. Donc, on est déçus de ce côté-là et on ne va pas s'arrêter. On va les embêter chaque année pour leur demander de venir proposer du travail aux gens. On sait que c'est difficile, mais l'objectif, justement, c'est d'aider professionnellement. Exactement. Donc, on va rappeler, du coup, un peu le détail de la manifestation. Donc, c'est demain, de quelle heure à quelle heure? Alors, demain, de 9h à 13h, parce qu'on avait essayé d'arriver, les autres années, on est arrivé jusqu'à 17h, mais à 17h, sur le site, il faisait très chaud, les gens n'étaient pas trop disponibles et tout ça. Donc, on est arrivé jusqu'à 13h, mais des fois, ça continue jusqu'à 14h, donc, mais les organismes sont là, surtout quand il y a du monde, ils répondent présents. Alors, ce que je voudrais rajouter autour de cette manifestation, c'est que nous avons pensé aussi à autre chose, comme nous faisons venir la sécurité routière. Parce que ces personnes sont là. Nous avons aussi un dépistage qui peut se faire sur place avec aide. Très bien. Nous avons dans le relooking une petite entreprise qui va aider des jeunes qui ont eu leur formation, qui vont aider les personnes sur le site à faire un petit relooking, comment aller demander du travail, tout en s'arrangeant, tout en peut-être un petit rouge à lèvres discret, oui. Tout ça, comment se relooker pour aller demander du travail. Donc autour de cette manifestation, nous n'avons pas oublié de mettre, par exemple, aide. Les jeunes là pour le maquillage et aussi la sécurité routière parce que c'est important. Exactement. Alors, ça sera à Vieux Habitants. Où exactement? Alors, c'est la place Teddy Riner. C'est juste à côté du stade. C'est la place qui est à côté du stade. D'accord. Donc, c'est dans le bourg de Vieux Habitants. Donc, les gens peuvent venir de partout. C'est pas parce que c'est la Côte-sur-le-Vent. On ne sait jamais. Quelqu'un peut sortir de... L'année dernière, on a eu des gens de partout. Des jeunes de partout. La personne peut sortir de Petit Canal et trouver son bonheur ce jour-là à Vieux Habitants. Très bien. Et j'imagine que vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Non, pas encore parce que ça demande du travail. On a demandé aux jeunes de faire pour nous. Nous n'avons pas encore de page Facebook, etc. Même un site internet? Non, pas encore. Pas encore. Nous sommes tous nous travaillons tous et
Et on a demandé aux jeunes, par contre, de travailler sur cela. Parce que nous avons des salariés, nous avons des jeunes en stage chez nous, parce que nous prenons des stagiaires aussi. Nous avons tout cela, nous avons des bénévoles. Donc, nous demandons de travailler parce que nous pouvons pas tout faire. Donc, nous déléguons. Très bien. Alors voilà, si vous l'avez compris, donc si vous voulez avoir plus de renseignements sur l'insertion professionnelle, donc rendez-vous donc demain à la place Teddy Riner au bourg de Vieux Habitants, c'est ça. Donc vous serez présent de 9h à 13h. C'est cela, oui. Donc je vous dis Liliane, Guillaume, à très bientôt et on essaiera de vous refaire venir du coup pour la manifestation de l'artisanat. Ah oui, parce que ça va demander du travail, mais bon, on va encore se battre. Et puis le plus beau, c'est que je suis entourée de bénévoles. Je suis entourée de personnes qui répondent présents quand on est en difficulté ou bien quand il faut faire les choses. Les personnes sont là autour de moi et je les remercie. Et tout le monde se met au travail et ça avance très bien. Alors justement, si une dernière chose, si on veut être bénévole et du coup se mobiliser avec vous, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on vient me voir, on prend rendez-vous. Parce que le bénévolat n'est pas du tout comme beaucoup de personnes le comprennent. Chez nous, il faut avoir ce petit fibre social. Parce que on peut être bénévole dans l'association et n'ayant pas ce petit fibre social, donc il n'y a rien qui passe. On est là, on travaille, mais il faut avoir une certaine compassion pour les gens, etc. Donc, je les reçois, on discute pendant 1 heure. Et si cette personne n'a pas ce fibre social, je regrette, mais je dis non. Je dis non. Mais les personnes les bénévoles qui sont là, ce sont des bénévoles qui sont là et qui ont compris le message et qui m'accompagnent. Donc, il y a un fixe où on peut vous joindre justement pour avoir les informations? Alors, pas les informations pour demain, parce que les personnes nous appellent pour nous demander qui sera là, qui ne sera pas là, quel organisme. Donc, pour l'instant, je ne vais pas donner de téléphone, mais la prochaine fois, pour la rue de l'artisanat, je vous donnerai un téléphone. D'accord, super. Très bien. Ben, je vous remercie. Mais je vais vous donner un téléphone personnellement, naturellement, mon téléphone. Comme ça, si quelqu'un appelle pour autre chose, si vous, ici, vous pouvez donner mon téléphone, ce sera bien. Très bien, on le fera. Mais vous allez me le donner tout à l'heure. Il est 12h55. Donc, avant le développement de notre journal, on va passer une petite page de pub. Restez avec nous. Je peux ? Il est 13h, vous êtes en direct du ZCL. On va juste reprendre les titres de ce mercredi 20 janvier. Donc depuis lundi, le personnel de l'association d'accompagnement, d'orientation et de réinsertion sociale est en grève. Il dénonce des agissements contraires à toute réglementation et une mauvaise gestion du personnel. Je ne veux plus rester ici. En 30 ans, c'est la première fois que le président de Case Sociale, Gaston Galif, est confronté à autant d'Antillais qui veulent rentrer au pays. Rentrer au pays, oui, mais sans formation, ce n'est peut-être pas une solution. Reportage tout à l'heure avec Maurice Cessé. Et enfin, la journée exceptionnelle de recrutement avec la gendarmerie de la Guadeloupe, c'est aujourd'hui. De 8h à 16h, les jeunes peuvent postuler pour devenir réservistes opérationnels. Le rendez-vous est donné à la caserne de Petit Pérou, aux Abîmes. Mais tout de suite, donc depuis octobre 2015, les salariés de l'association Accor interpellent en vain la direction sur les problèmes de fonctionnement. Lundi 18 janvier, ils ont donc entamé une grève où ils réclament l'engagement des négociations pour la mise en place de délégués de personnel, le respect de la convention collective, l'application de l'accord Binot avec l'extension d'une prime de technicité de 20% pour tous les salariés. Et donc voilà, donc tout de suite le reportage avec Nicolas Hachi qui nous dira plus. On va démarrer comme ça. Ça veut dire que depuis octobre que nous avons demandé
conseil d'administration a contré à des questions hautement importantes, telles que mise en place des élections par rapport au nombre de salariés qu'il y a dans l'accord, hein, justement pour que nous puissions commencer face à des réveils à ces questions, comme la loi qui permet, dans le cadre de la représentation du personnel, ça c'est une. Nous avons demandé encore des contrées par rapport à dysfonctionnement qui a fait. Principalement au niveau du CHRS, qui est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui a trouvé à l'Éloyer, aussi là que nous n'y a fait en directrice qui carrément a menacé les gens, qui a joué en sorte de dictature, aussi là qui a méprisé les salariés et qui a méprisé même les âgés. Pour qui il y a une mission sociale. On ne peut pas dire que c'est vous qui dernier ressort à ces jeunes-là et que au moins vous pouvez permettre qu'on voulait de mettre les jeunes au dehors. On veut permettre de porter des accusations, des allégations à si on travaillait social, qui plus est, en assistante sociale, pour que siège là, qui veut dire président là, licencier camarade là. Alors que camarade là démontré dans l'entretien préalable, preuve à l'appui qu'à aucun moment, tout grief que vous pouvez faire, pas qu'à tomber de bout, là, nous avons dit non, il faut nous faire attention. Nous pas dans on sort de manger cochon, nous pas camarades, nous pas amis, simplement nous commandons de respecter poste à moun, respecter fonction à moun et permettre moun travail parce que d'après moi là on voit moun qui vient travail, c'est puis épanouir en travail. Donc là on voit genre 10 jours. Là, on peut permettre de mettre une telle pression à ces salariés. Là, on voit dans les réunions même qui sont faites, qui doivent être des réunions de régulation. Là, on ne peut pas permettre que la parole libre et c'est qu'il est. Donc, forcément, nous n'y avons pas de problème vert. D'accord? Nous n'y avons déjà un problème par rapport à la relation que vous avez avec les salariés, mais nous avons un deuxième problème par rapport à la relation que vous-même, en tant que directrice, que vous n'y avez les usagers. OK? Qui peut permettre une série d'habitants faits pour certains et pas pour d'autres, alors que nous avons un travail social. Je ne veux plus rester ici. C'est la première fois qu'autant d'ultramarins souhaitent rentrer au pays. En 37 ans d'existence, c'est le constat de la case sociale basée à Paris. Le président de l'association, Gaston Calife, veut s'entretenir avec le président de région, Harry Chalus, pour faire face à ce nouveau phénomène et surtout mettre en place un plan d'accueil pour recevoir donc ces personnes qui n'ont pas toujours une situation sociale favorable. Tout de suite, le reportage avec notre correspondant sur place, Maurice Cessé. Oui, tout à fait. Depuis 37 ans qu'on existe, c'est la première fois que des personnes originaires de la Guadeloupe, de la Martinique, viennent nous voir et que nous disent que j'en ai ras-le-bol, on n'avait pas qu'un rite ici encore. Bon, moi, bien, il faut retourner en pays à moi. Je leur demande, mais est-ce que vous avez la famille là-bas? Est-ce qu'il y a une garantie quelconque que vous serez hébergé, etc. C'est qu'arrive, c'est payé en moins. Bon, moi, bien, pour retourner en pays en moi, on n'est pas resté ici encore. Alors, donc, ça a été une surprise, parce que ça ne s'est jamais fait. Et ça fait, le chiffre, c'est quadruplé. Donc, ça veut dire 4 fois plus de personnes qui ont demandé ça par rapport à l'année dernière, par rapport aux autres années précédentes. Moi, je ne suis pas politique, donc je ne peux pas mener une réflexion dessus, mais je viens de voir Madame la ministre, auquel nous sommes convenus d'essayer de trouver une solution, de rencontrer quelques spécialistes autour d'une table ronde pour qu'on puisse réfléchir sur ce problème-là, parce que les personnes que je retourne définitivement ne sont pas des personnes qui retournent avec un bagage professionnel. Ce sont des personnes qui sont plus ou moins dans la rue, dans la délinquance, dans la toxicomanie, dans la violence, sortant de prison. Ce sont ces personnes qui veulent repartir ou d'une manière générale, d'une manière globale, quelle que soit la fonction, quelle que soit la situation sociale? Oui, c'est ça qui m'inquiète. C'est qu'il y a des personnes qui sont dans la rue, qui sont dans des situations de délinquance, mais de l'autre côté, il y a aussi les autres. Ce sont des gens bien installés et qui veulent revenir. Alors, quelle est la motivation de ces personnes? La question, je ne veux plus rester ici. J'en ai marre de la force que je retourne. La force devient de plus en plus raciste, la force devient de plus méchant, on n'est pas en sécurité, les hommes nous détestent, on ne nous considère plus comme des Antillais français, on nous considère comme des Noirs, comme des nègres. Ils en ont marre, ils veulent retourner. Alors je leur dis, mais vous allez faire quoi là-bas? Ça fait rien, c'est payant. Moi, il faut me retourner en payant. Bon, moi, aidez-moi, payons un billet d'avion, etc., etc. Alors, nous, de notre côté, les personnes qui sont en situation difficile, ça nous coûte moins cher
il vaut mieux, si on paye 400 € en billet d'avion, il y a des Air Caraïbes et Corsair, ou bien Air France et d'autres compagnies font des billets à un certain nombre de périodes, tarif assez réduit. 350 à 400 € en billet pour les retourner. Moi, les personnes que je prends en charge, quand je paye l'hôtel, quand je paye la nourriture, quand je les habille, que je donne un carte orange, que je paye le foyer autoroute, ça me coûte 1200 € par mois. Alors moi, ça me coûte moins cher de mettre 350 à 400 €. Moi, ils m'ont débarrassé. Mais d'un autre côté, en tant que travailleur social, je dis que ce n'est pas la solution. Ça crée d'autres problèmes sur le terrain en Guadeloupe-Martinique. Exactement. C'est pourquoi que je pense rencontrer M. Chalus, M. Claude Lise et M. Marie-Jeanne pour voir se concerter dessus pour trouver une solution. Parce que moi, ça ne me dérange pas non plus. Je suis d'originaire de Guadeloupe et de Martinique. Mes parents, mon père était Martinique et ma mère guadeloupéenne, je suis dans Guadeloupe. Ma famille est dans les deux îles. Donc je ne veux pas, on a déjà suffisamment de violence là-bas sur place, on a suffisamment de difficultés qu'on connaît déjà économiques et tout d'autres. Je ne veux pas déplacer le mal et pour l'envoyer là-bas. Il est 13h08, donc nous allons recevoir notre deuxième invité, Gilles Andus, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le président de l'association contre le silence et l'oubli. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à fonder cette association? Eh bien, déjà, d'abord, merci de nous recevoir. Bonjour. Alors, on a créé l'association suite à la mobilisation du 11 novembre. Alors, pour rappel, Joël Nanquin avait appelé la population à se rassembler sur la plage des Raisins Clairs. Et à ce moment-là, donc, on s'est retrouvés là-bas. Et ce jour-là, on a décidé de créer un comité ou une association parce que la situation nous semblait complètement hallucinante de voir des eaux sur une plage comme ça avec des touristes. Et voilà, donc on a décidé de monter l'association. On a créé l'association donc le 28 novembre, dans le même mois. Et récemment, on a lancé l'association un peu plus médiatiquement, je dirais, le 15 novembre à la salle Rémilien Souta. Donc voilà, aujourd'hui, on compte bien développer cette association-là. Et voilà, notre objectif étant de pouvoir vraiment valoriser, sécuriser, sensibiliser à la population au niveau des sites historiques de la Guadeloupe. D'accord ? Très bien. Et donc du coup, depuis, qu'est-ce qui a été décidé pour le cimetière à Saint-François? Alors, effectivement, notre objectif, c'est de valoriser tous les sites de la Guadeloupe. Maintenant, il y a une urgence, c'est vrai, c'est le site de Saint-François. Alors, la première démarche qu'on a menée, c'est d'abord de vouloir rencontrer donc, la municipalité et les institutions. Voilà, donc ça, ce sont les démarches qui sont en cours, afin de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il a été décidé par rapport à ce site-là. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même conscient que la situation est urgente, mais il faut faire les choses de la bonne façon. Donc aujourd'hui, la première des choses pour nous, c'est de vraiment pouvoir rencontrer certains interlocuteurs de façon à pouvoir se positionner. Alors, de ce que l'on sait aujourd'hui, la mairie de Saint-François ne nous a toujours pas encore répondu ni reçu. On a pour ambition de rencontrer donc, la région ou la préfecture. Et de ce qu'on sait, il y a des projets en cours par rapport à ce site-là déjà, pour protéger le site. D'accord, mais vous n'avez pas du tout rencontré donc encore la commune de Saint-François? Non, pas encore. Les rapports sont un peu conflictuels? Non, pas du tout. Je pense que ça ne saurait tarder. Maintenant, à nous aussi de montrer que, en tant que collectif citoyen, on a aussi notre mot à dire. Donc voilà, on compte bien le rencontrer, ça c'est sûr. Ouais. Alors, de manière générale, avec quel partenaire vous allez devoir travailler justement pour participer à la valorisation de nos vestiges historiques? Alors, premièrement, on est une association loi 1901. Donc, notre objectif, c'est d'abord aussi de mobiliser la population. Parce que sans l'adhésion des membres et de la population, on ne peut pas aller défendre certains combats. D'accord ? Donc, notre première étape, je dirais, ce serait d'abord de sensibiliser la population et de ce fait d'amener un certain nombre de projets. D'accord ? Ensuite, effectivement, on a aussi pour ambition de collaborer avec donc, toutes les institutions, puisque en ce qui concerne la mairie de Saint-François, on est sur le domaine du littoral,
donc qui appartient à l'État. Donc on est obligé de travailler avec eux, en collaboration avec eux. Donc voilà, donc aujourd'hui, notre première grosse étape, ce serait vraiment de recueillir le maximum d'informations, de rencontrer les intervenants et ensuite d'établir un plan d'action. Voilà. D'accord. Alors je présume que vous travaillez avec beaucoup de bénévoles. Comment va s'organiser l'association ? Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, on est en train de structurer l'association en ce moment. Alors, effectivement, on a un bureau de 6 personnes et autour, on compte effectivement amener d'autres potentiels. Alors, justement, je me permets de profiter de votre micro pour lancer un appel à toutes les personnes, notamment les jeunes, parce qu'aujourd'hui, ce sont aussi une force. Pour pouvoir amener quelque chose. Toutes les personnes qui sont motivées à nous aider, la porte est ouverte, bien sûr, parce qu'on compte effectivement utiliser les moyens qui sont à notre disposition, les moyens modernes. J'entends Facebook, je parle aussi de notre page qui a été créée récemment, qui s'appelle Contre le silence et l'oubli, comme l'association, qui est sur Facebook et qui a déjà 1500 j'aime. Donc aujourd'hui, on compte effectivement sur cet apport-là, mais aussi on compte créer un collège d'experts qui puissent apporter un côté technique, puisqu'effectivement, nous sommes des citoyens, on n'a pas le bagage technique, donc aussi un appel à tous les scientifiques, tous les experts du milieu, pour qu'ils puissent collaborer, donner un sens aussi à ce combat-là. D'accord. Or, il y a un cimetière indien qui est abandonné aussi à Saint-François. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il va faire partie de votre combat aussi? Alors voilà, il faut bien comprendre, notre combat n'est pas exclusivement post-esclavagiste. Notre objectif, c'est de vraiment défendre tous les sites à haute valeur historique. Je n'entends pas seulement les cimetières. D'accord. J'entends aussi certains lieux de mémoire, des lieux de combat, des lieux où il s'est passé quelque chose en Guadeloupe qui méritent une revalorisation. Ça passe aussi par les cimetières indiens, ça passe aussi par les lieux de combat en 1967, etc. C'est vraiment une association qui a pour objectif de valoriser toute l'histoire de la Guadeloupe. Alors, y compris ceux qui sont déjà connus, comme les roches gravées à Trois-Rivières. Par exemple. C'est-à-dire, on n'est pas à la recherche de sites qui n'existent pas. Ouais. On est aussi à la valorisation de sites qui, actuellement, sont en train un petit peu de tomber dans l'oubli, en quelque sorte. Donc, pourquoi? Parce qu'on a constaté, c'est un constat qu'on fait, qu'aujourd'hui, malheureusement, la grande majorité des sites qui ont quand même une très grande importance au niveau de notre histoire ne sont pas plus fréquentés que ça, et pour certains même, ils sont en train de se dégrader. Et ça, c'est très malheureux. Et on se dit qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse pouvoir laisser à nos enfants quelque chose. Donc, il est important de défendre ces sites-là. Très bien. Donc, vous allez aussi travailler pour valoriser, augmenter la fréquentation des sites déjà existants. Tout à fait. Par le biais d'actions sur le terrain, aussi par de l'information, de la pédagogie, et amener la population à pouvoir se dire, tiens, il y a quelque chose par là, je ne savais pas, ça m'intéresserait d'y aller. Très bien. Est-ce que vous avez pu déjà recenser l'ensemble des lieux de mémoire qui existent en Guadeloupe? C'est en cours. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a énormément de sites qui ne sont pas connus. Il y a aussi un travail qui a déjà été fait par notamment les spécialistes donc de l'INRAP, donc ce sont les archéologues, qui ont déjà recensé tous les cimetières de Guadeloupe, les cimetières d'esclaves de Guadeloupe. Donc ça, c'est un travail qui a déjà été fait. Mais il y a aussi un travail qu'on est en train de mener en ce moment pour pouvoir recenser aussi les sites historiques de lieux, de mémoire qui méritent, selon nous, une valorisation. Donc ça, c'est un travail de longue haleine, et c'est aussi pour ça qu'on fait appel à la population, parce que parfois, il y a certaines personnes qui sont au courant et qui peuvent nous aider. D'accord. Voilà. Alors, il y a le général français Richepense, donc qui a combattu Delgrès et participé du coup à la remise de l'esclavage en Guadeloupe. Donc, son corps est inhumé au fort Delgrès. Qu'en pensez-vous? Alors, aujourd'hui, ça fait partie de l'histoire de la Guadeloupe. Maintenant, notre objectif, c'est de valoriser cette histoire-là. Notre objectif n'est pas d'aller
revendiquer telle ou telle action dans un premier temps. Dans un premier temps, il y a une urgence. L'urgence, c'est Saint-François. Ensuite, on a d'autres sites à mettre en valeur. Alors effectivement, peut-être que c'est une question qui viendra sur le tapis dans les années à venir, mais pour l'instant, on s'occupe d'abord de l'urgence. Et c'est ça qui est le plus important pour nous. Très bien. Alors vous avez parlé d'actions. Donc à part Saint-François, comment vont justement se définir les actions que vous allez mener? Dans un premier temps, ce que nous envisagions, c'est d'abord de faire découvrir les lieux. Donc, une fois qu'on les aura recensés, c'est éventuellement de pouvoir mettre en place un circuit de découverte à travers plusieurs actions pour amener la population à se déplacer sur ces lieux-là. Parce que ce qui est difficile, c'est de dire Delgrès est mort à Matouba, d'accord, mais personne ne sait précisément où Delgrès est mort. On n'a pas de lieu physique pour se recueillir sur le lieu de la mort de Delgrès, par exemple. Vous voyez, et il y a énormément de sites comme ça où effectivement on aimerait amener un côté physique à l'histoire. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Très bien. Alors l'association se bat donc pour la mémoire en Guadeloupe. Est-ce que vous avez interpellé l'association Racine qui organise justement en ce moment le mois de l'Afrique? Tout à fait. Alors effectivement, on les a approchés. On a approché aussi l'association L'Homme Bayo qui s'occupe du cimetière de Sainte-Marguerite, qui était là d'ailleurs le 11 novembre, et aussi un certain nombre d'associations culturelles. Parce qu'on est effectivement dans un esprit de cohésion, on est dans un esprit de rassemblement et naturellement tout le monde est concerné. Notre combat n'est pas exhaustif, on n'est pas la seule association à vouloir se battre dans ce sens-là. Et effectivement, il y a des personnes qui ont aussi déjà fait un travail. Donc on est conscient qu'on s'inscrit déjà dans une lignée. Donc travailler avec tout le monde, bien sûr, c'est quelque chose qui tombe sous le sens. Oui. Très bien. Donc, vous avez lancé tout à l'heure un appel pour tous ceux qui voulaient vous joindre dans l'association. On rappelle du coup un numéro de téléphone, peut-être une adresse, un mail. Tout à fait. Alors, premièrement, il y a la page Facebook. D'accord. Donc, pour ceux qui ont Facebook, on a créé une page qui s'appelle donc Contre le silence et l'oubli, très simplement. Et sur cette page-là, on publie régulièrement nos actions, on publie régulièrement les rendez-vous qu'on donne à nos adhérents, etc. Donc on peut déjà aller se renseigner sur cette page-là, puisqu'il y a déjà aussi sur la page les contacts pour adhérer à l'association. Ensuite, on a notre boîte mail, donc je peux la donner, donc c'est contre le silence et l'oubli tout collé, @gmail.com. Donc effectivement, on se fera un plaisir de recevoir donc, les différents mails. Aujourd'hui, on est aussi à la demande d'adhérents. Donc l'adhésion annuelle est de simplement 20 €. Alors il suffit d'envoyer un mail à cette boîte-là ou nous contacter via la page Facebook. Comme ça, on pourra nous contacter très facilement. D'accord, très bien. Une dernière chose à rajouter à nous? Écoutez, moi je vous remercie de nous donner la parole parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les médias sont importants et on compte bien vraiment revenir, vous redonner encore d'autres sujets. Donc voilà, moi j'appelle simplement encore une fois toutes les personnes qui sont intéressées, qui veulent s'inscrire dans ce combat-là, de nous rejoindre et on se fera un plaisir d'y arriver. Ah ben, nous aussi. Alors Gilles Landus, je vous dis merci d'être venu sur le plateau et à très bientôt, parce que je suis sûre qu'on vous recevra à nouveau sur le ZCL. Merci. Nous, on continue donc avec l'actualité d'aujourd'hui. La gendarmerie de la Guadeloupe organise aujourd'hui une journée exceptionnelle de recrutement. De 8h à 16h, les jeunes qui souhaitent devenir réservistes opérationnels pourront déposer leur candidature à la caserne de Petit-Pérou aux Abîmes. Dès l'âge de 17 ans, ces jeunes Guadeloupéens engagés interviennent donc sur leur temps libre en renfort des gendarmes afin de prendre une part active dans les missions de la gendarmerie. Un engagement qui leur ouvrira les portes sur une formation. Reportage tout de suite avec Yanis Péquignot. Il s'agit d'une journée de recrutement au profit de la réserve, donc organisée par la cellule réserve du bureau du personnel de la gendarmerie de Guadeloupe. Concrètement, on reçoit des gens qui souhaitent entrer dans la réserve de gendarmerie, en l'occurrence de Guadeloupe. En fait, ce qui me plaît dans en tant que réserviste, c'est le contact avec la population, les actions que peuvent mener les divers niveaux de gendarmerie, d'accord.
Et aussi, ça me permet d'avoir une activité durant mon temps libre. Donc, voilà. Alors un réserviste, c'est quelqu'un qui est un professionnel. Alors c'est vrai dans les autres armées aussi, mais en gendarmerie on a la réserve qui est vraiment la plus structurée, la plus étoffée. C'est un professionnel de cette armée, mais à temps partiel. Concrètement, on est payé à la journée. Alors c'est mon cas, hein, je suis officier de réserve, c'est-à-dire que aujourd'hui je suis gendarme, demain je suis simple civil, simple citoyen, comme tous les gens qui sont autour de moi. Il faut bien séparer les deux statuts. Les jours où on travaille et où on est convoqué, on a une mission en gendarmerie, on est gendarme comme les gendarmes d'active. Les autres jours, on est des simples citoyens comme les autres. On effectue en fait tout ce qu'un gendarme actif ferait, c'est-à-dire des interventions, des contrôles, des enquêtes et tout. Ouais. Il y a effectivement des conditions d'entrée. Il faut avoir, si on n'a aucune expérience militaire, il faut avoir moins de 30 ans. La gendarmerie, pourquoi? Car c'est pas pour les autres, mais personnellement, je vois que la gendarmerie a une autorité supérieure à la police, et surtout en Guadeloupe. C'est une activité annexe. D'abord, il y a la famille, le travail, et après, il y a la réserve de gendarmerie. Dans le meilleur des cas, ça vient en 3e position. Une fois qu'on a compris tout ça, et que les jours où on va travailler, on le fait de façon tout à fait professionnelle, pas de problème. Que du bonheur. Le journal turc Hürriyet Daily News a reporté hier que la Turquie aurait publié une liste de 913 étrangers djihadistes, des étrangers venant de 57 pays attrapés durant l'année 2015, et seulement 4 Trinidadiens ont été recensés. Aucun autre pays de la Caraïbe n'a été mentionné. Le général américain John Kelly annonçait pourtant qu'au moins 100 extrémistes islamistes avaient quitté la Caraïbe pour rejoindre Daesh dans le Moyen-Orient. Selon le quotidien turc, c'est la Chine qui apparaît dans le top liste des djihadistes étrangers. Et on poursuit donc avec le Salon de la Santé. Le Salon de la Santé, c'est en ce moment donc au WTC jusqu'au 23 janvier. Ce matin, l'accent était porté sur les seniors. Comment bien vieillir, avoir une bonne alimentation. Plein de problématiques qui touchent le vieillissement. Nous nous sommes interrogés sur la question comment préserver sa mémoire. Donc en vieillissant, reportage tout de suite avec Maxime Morel et Nicolas Aglas. Déjà, il faut être conscient qu'on n'a pas une mémorisation qui est parfaite. Donc on va essayer d'utiliser des outils, des techniques pour essayer de mieux mémoriser les choses. Et puis on va essayer de faire une chose à la fois. Par exemple, quand on cherche ces clés de manière régulière, c'est parce qu'on ne les pose pas d'abord au bon endroit. Quand on range les choses, on ne les cherche pas. Et puis qu'au moment où on les pose, on est en train de faire autre chose. Souvent, c'est la double tâche qui pose des problèmes de mémoire. Donc il faut essayer de faire une seule chose à la fois. Ensuite, on va essayer de visualiser ce qui est verbal. Par exemple, si je dois retenir le fait que je dois prendre quelque chose pour partir demain travailler, eh ben, je vais visualiser la porte de chez moi en mettant cette chose sur la porte de chez moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me représenter dans la tête l'image de la porte et de la chose à retenir. Et inversement, je vais verbaliser ce qui est visuel. Si j'oublie régulièrement de fermer la porte de chez moi, ou en tout cas quand j'arrive à la voiture, je ne suis pas sûr d'avoir bien fermé, au moment où je ferme la porte, je vais me dire les choses. Je vais me dire, je suis en train de fermer la porte. Le fait de le dire fait rentrer l'information de deux façons différentes, visuellement et verbalement, et ça permet d'améliorer la mémorisation. Et puis, je vais avoir une bonne hygiène de vie, parce qu'on peut faire toutes ces choses-là si on ne suit pas son traitement, si on a une hypertension, un diabète, des problèmes de santé qui ne sont pas bien équilibrés. Ça a un impact au niveau cérébral, et c'est pour ça que je peux avoir plus de problèmes avec le temps. Je vais aussi sortir, bouger, voir du monde, avoir des contacts sociaux, participer à des ateliers, à des clubs, parce que plus je rencontre de monde, plus je discute et plus je fais de choses, plus mon cerveau reste stimulé et finalement plus il est préservé du vieillissement. On appelle la réserve cognitive. Et puis je vais reconnaître quand je me trompe et essayer de repartir de mes erreurs pour en faire une force en disant effectivement ça fait plusieurs fois que je cherche mes clés. Bon, alors ce soir quand je vais rentrer, la première chose que je vais faire c'est de déposer les clés toujours au même endroit. Je vais mettre en place cette technique-là pour essayer d'être moins gêné. Et puis si j'ai des problèmes qui perdurent avec le temps, si je suis gêné et que ça m'embête de manière quotidienne, je vais essayer de mettre en place
un rendez-vous chez mon médecin rapidement pour lui en parler et voir si j'ai besoin ou pas d'aller faire des exercices ou une évaluation en consultation mémoire. La moyenne d'âge en consultation mémoire, elle diminue avec le temps. On a des gens de plus en plus jeunes qui sont inquiets. Hein, et souvent, c'est des gens qui ont un bon niveau scolaire en plus, qui sont censés être préservés par rapport à ça. Donc les problèmes de mémorisation, ce n'est pas une question d'âge en soi, c'est une problématique un petit peu globale. Parce qu'on a aussi des outils quotidiens qui nous font un peu moins travailler la mémoire. Il y a 10 ans, vous deviez retenir des numéros de téléphone. Aujourd'hui, vous ne retenez pas de nouveaux numéros de téléphone. Très peu. Vous l'avez dans votre téléphone portable et vous ne faites plus l'effort de mémorisation par rapport à ça. La technologie va nous aider, mais elle fait un peu moins travailler notre mémoire par rapport à ça. Donc il faut avoir conscience de ça aussi. Et depuis 2013, la société Vert Durable a lancé le dispositif innovant Gardenage. C'est une jardinière sur roulette à hauteur de table réglable avec une série d'outils de jardinage ergonomiques. Donc c'est donc une nouvelle manière de pratiquer l'horticulture assis sur une chaise ou un fauteuil roulant. Un dispositif déjà mis en place dans pas moins de 140 établissements. Donc on attend son arrivée dans nos îles, on espère très bientôt. Il est donc 13h27. Bonjour Martine. Bonjour Jessie. Encore dans le carnaval, ça te va bien, il est trop beau. Écoute, le carnaval c'est en ce moment, Jessie. Ah bah oui. Alors pourquoi ne pas en profiter? Donc j'ai fait un effort d'habillage. J'ai mis des petites alous. Joli, non? C'est magnifique. Joli. Mais alors, mes yeux souffrent en dessous. Alors, je me demande comment les carnavaliers font, parce que ça, vraiment, c'est juste impossible pour moi. Premier problème, j'ai les paupières qui battent en dessous parce que les yeux ne trouvent pas le trou. J'imagine. Et le deuxième problème, c'est que finalement, pour quelqu'un qui, comme moi, a besoin de lunettes pour lire, je ne vois pas. Donc, encore une fois, messieurs et mesdames qui fabriquaient ces objets très jolis, certes, pensez aux personnes qui n'ont pas une bonne vue, comme moi. Prévoyez des loups avec des verres en dessous ou alors spéciaux pour les malvoyants. Donc c'est vraiment une idée à retenir de faire des loups dans lesquels on peut intégrer des verres ou des loupes, quelque chose comme ça, et qui vous permettent de pouvoir les porter, parce que là, voilà, je les enlève, donc vous les avez vus, hop, je les mets là, et je chausse mes lunettes. Voilà, ça va nettement mieux. D'autant plus qu'il y a un espace entre le verre des lunettes et le nez et les yeux, et là, il n'y en a pas. Bah oui. Il n'y a pas, ça colle à la peau et c'est... Voilà, c'est joli quand même, mais on va passer à autre chose. Eh bien, je dis bonjour à tout le monde. Bonjour Jessie, toute seule à la barre aujourd'hui. Tu te rends compte comment il m'a abandonnée? Grande fille, c'est ça. Grande fille. Eh bien, écoute Jessie, j'ai concocté, comme tu penses bien, en ce moment c'est le carnaval, donc on continue. On continue, mais juste après la pub, Martine. D'accord, pas de souci. Et il est 13h34, on revient dans l'ambiance carnaval avec Martine. Oui, sans mon masque cette fois-ci. Sans son masque, voilà. Sans le masque. Il est là, hein. Voilà. Alors, petit sommaire rapide, après avoir dit bonjour à tout le monde. Merci de m'accueillir dans vos chaumières. Et puis, j'ai eu affaire à mes premiers admirateurs tout récemment dans les rues. Et franchement, ça me fait chaud au cœur. Merci, merci, merci beaucoup. Voilà, on me reconnaît, ça y est, dans la rue. C'est-il pas beau, ça? Même sans le masque. Alors, carnaval, quand tu nous tiens, oui, j'ai pensé que ça serait bien de continuer le carnaval la semaine dernière. J'ai proposé le carnaval en Guadeloupe, histoire, historique, et quelques groupes, et les mots-clés à connaître de la définition du carnaval chez nous. Et cette semaine, je pensais qu'on allait continuer le carnaval, mais ailleurs. Allons voir un peu dans d'autres pays. On parle de certains carnavals comme étant les plus beaux du monde. On va voyager. Donc, j'ai voyagé pour vous à la vitesse ultrasonique et je vous ai ramené quelques éléments de compréhension de carnaval dans d'autres pays. Et puis, durant le carnaval... Bien sûr, on déguste des choses qui se font pendant le carnaval et plus particulièrement les beignets. Donc, beignets du carnaval, petite recette, c'est bon, c'est délicieux. Alors, il y a différentes variantes. J'en ai choisi une, celle dite à l'antillaise. On l'a aménagée, cette recette, mais elle existe aussi dans plein d'autres variantes venant d'Alsace, venant de Bretagne, venant d'ailleurs, etc. Et puis, un big événement. Alors, selon moi, comme je suis moulienne, charité bien ordonnée, donc j'ai choisi cette semaine de vous parler du moule en héritage, où on va visiter un petit peu le patrimoine moulien au travers donc de toute une période, une quinzaine de jours. Ça a déjà commencé.
On va en parler et on va finir avec un agenda, quelques petits lieux où il faut absolument aller. Alors voilà, j'étais au Moule, donc je reviens dessus tout de suite. J'étais au Moule, effectivement, ce dimanche, le Moule en folie. Et dans le Moule en folie, j'ai fait la photo de ce vieil homme qui est en fait un jeune homme. On a discuté, je lui ai dit oui, ta photo va paraître parce qu'il était cool. Et donc voilà, c'était le carnaval moulien. Et puis un autre groupe qui était le New Star, qui à la fin, là, je les ai prises assises parce qu'en fait, après avoir déambulé dans toute la parade, je pense que tout le monde est fatigué. Alors on prend bien sûr souvent les photos de tout le monde en liesse en train de parader, lors également de la démonstration devant le jury, mais lorsque souvent ils sont assis et qu'on est prêt à déposer les chapeaux et tous les accessoires, et bien souvent c'est ce moment que fétiche que j'aime bien. Et là j'ai trouvé ce groupe très très beau, haut en couleur, et donc le groupe New Star, je les remercie. J'ai fait toute une série de photos, mais je n'ai retenu que celle-ci. Donc un beau carnaval au Moule, peut-être mieux organisé, de mieux en mieux organisé, avec moins de temps entre les groupes. J'ai bien apprécié. On avait un soleil qui était juste comme il faut, pas de pluie, etc. Et donc un circuit bien balisé. Donc je crois que le travail que font les groupes de carnaval, mais font aussi les comités de carnaval et l'organisation du carnaval est en train vraiment de se professionnaliser. Et c'était un bon moment passé donc à aller voir tous ces groupes, une trentaine de groupes. J'en ai retenu quelques-uns, à part bien sûr le Masmoul Massif, mais aussi Matamba. Et ce groupe que j'ai photographié, mais plein d'autres encore qui étaient là, et c'était vraiment sympa. Alors, après le Moule, après la Guadeloupe, allons voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, et je vous propose de découvrir le carnaval brésilien, parce qu'on sait que carnaval rime avec féerie, avec allégresse, avec excès aussi, hein. Tous ces mots sont associés au carnaval. Donc je vous ai fait un petit diaporama de 8 à 10 carnavals au travers le monde. Celui du Brésil, de Rio plus particulièrement, est connu et célèbre. Depuis le XVIIe siècle, il existe. XVIIe siècle. Et oui, c'est pas nouveau. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est une variante de la création de ce carnaval qui est constitué essentiellement de défilés d'écoles de carnaval, où ces écoles vont donc pendant 3 semaines qui précèdent les 4 jours intenses du carnaval, eh bien, vont défiler avec toutes les écoles de samba, avec toutes les variantes possibles, avec tous les groupes. Et il faut savoir que c'est pendant 3 semaines ce carnaval, 4 jours intenses. Ça se tient 40 jours avant Pâques à peu près, et il déplace près de 2 millions de personnes, avec plus de 300 groupes et troupes qui se déplacent dans Rio, 200 écoles de samba et des troupes de quartier qui se déambulent pendant tous ces jours-là. Tu vois la foule qu'il y a, la richesse des couleurs, des chars, c'est impressionnant. Alors, au XVIIe siècle, ils n'avaient pas les plumes. Il n'y avait pas ce panache. C'est comme je le disais la semaine dernière, à cette période, au XVIIe siècle, les esclaves avaient le droit de se déguiser. C'était le jour où on pouvait se déguiser et singer les maîtres. Donc voilà, le rôle était inversé et tout le monde avait le droit de faire la fête. Bien sûr, les choses ont beaucoup évolué, mais c'est de là quand même que vient ce carnaval. Donc 4 jours du samedi au mardi après pour les parades principales, qui voit défiler les meilleures écoles de samba, et ça a lieu donc avec une cérémonie d'ouverture le vendredi. Le Sambadrome, c'est une allée colossale, c'est celle-ci. Elle est bordée de gradins, elle est construite pour accueillir chaque année toutes les écoles venues défendre leurs couleurs. Voilà pour le carnaval de Rio, j'espère y aller. Pourquoi pas l'année prochaine, je vous en reparlerai. On continue notre voyage, on va dans un pays anglophone, cette fois-ci c'est en Angleterre au travers du Notting Hill, donc le carnaval de Notting Hill. L'un des plus grands mais jeunes carnavals, puisque celui-ci, il existe depuis 1964. Seulement. Et en si peu d'années, il est devenu une marque, un détour obligé parmi les grands carnavals mondiaux. Alors, il a été fait sous l'initiative des Londoniens, donc de Trinidad, originaires de Trinidad. Donc, il y a une patte également spécifique dans ce carnaval. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchaient à l'époque à recréer un petit peu ce qu'ils avaient quitté dans leur pays d'origine, Trinidad. Donc c'est pour ça que c'est un carnaval qui est haut en couleur aussi, qui est très festif, extrêmement déjanté, parce que les Trinidadiens, ils y ont mis leur couleur, leur côté festif, la musique, etc. Et il se déroule, il est très populaire, et il se déroule le week-end qui précède le lundi du mois d'août, et le dimanche et le dernier lundi d'août, et le dimanche et le lundi. C'est un défilé qui est sur 5 km. À peu près, et qui fait le tour des quartiers un petit peu partout. Il y a vraiment de tout. Il y a bien sûr des chars, mais il y a aussi des farfadets, des gens montés sur
sur, comme on appelle ça encore, les échasses, les grandes échasses. Et ça comprend bien évidemment des steel bands, toutes les écoles de steel band aussi. Donc tu imagines un peu la festivité qu'il peut y avoir là, associée à des écoles de samba, bien évidemment. 1 million de personnes visitent ce carnaval, ou en tout cas viennent y participer. Plus de 50 000 spectateurs pour le dernier, et des performeurs, les performeurs, plus de 50 000, et des milliers de personnes, donc près d'1 million. Le carnaval, c'est 2 jours de parade, le dimanche et le lundi, et il y en a un pour les enfants aussi, une journée pour les enfants. Voilà, des installations sonores tout le long du chemin, et puis bien sûr, on y mange, et là c'est le banane plantain qu'on mange frites tout le long de ce carnaval. Voilà, c'est beau, c'est plein de couleurs. Il y a quand même une grosse touche caribéenne. Hein, mais là. Bien évidemment, quand tu sais que ce sont les Trinidadiens qui l'ont initié à Londres, on comprend bien que les couleurs sont extrêmement flamboyantes et présentes. On continue cette fois-ci avec le Mardi Gras, mais le Mardi Gras côté New Orleans. Et là aussi, il y a un petit côté caribéen, forcément. Ils se sont appropriés ce carnaval avec des touches de couleurs qui sont flamboyantes, festoyantes. Et là aussi, eh bien, on reconnaît cette petite patte caribéenne qui est là. La New Orleans, on y parle le français. On a ce petit côté vieille France, mais aussi ce côté caribéen qui s'y mêle avec la musique New Orleans, jazz, mais également caribéenne. Eh bien, tout ça est mélangé. Et c'est dans les années 1730 que les premiers manifestants du Mardi Gras ont vu le jour à la New Orléans, et pour tout ça, célébrer le carnaval au travers d'un certain nombre de musiciens également qui sont aujourd'hui très présents là-bas. Mauve, vert, rouge, ce sont les couleurs dynamiques du carnaval. Le Mardi Gras, c'est l'un des carnavals les plus courus également, parce que c'était avant Katrina. Aujourd'hui, il reprend des forces parce que pendant quelques années, bien sûr, il a perdu à la fois en force, mais également les gens dans le cœur. Eh bien, ils étaient tristes, ils avaient besoin de penser leurs douleurs et leurs blessures. Et tout doucement, le carnaval donc de la New Orleans reprend ses lettres de noblesse, et les habitants aussi sont en train de reprendre des couleurs au travers de leur carnaval. Il se fait 2 semaines avant Mardi Gras, jusqu'à la veille des mercredis des cendres. Ce sont 750 000 personnes qui y participent chaque année. Hein, c'est vraiment le Big Easy de la Nouvelle-Orléans. C'est vraiment le gros carnaval. Et il se célèbre jusqu'à peu près... ça démarre le 6 janvier et il se démarque lui aussi jusqu'à peu près au mercredi des cendres. Il attire beaucoup de monde, des festivaliers, mais également des touristes qui viennent de plus en plus nombreux pour voir ce festival. Donc vous voyez, les gens s'habillent là de fruits. Les belles pastèques que voilà. On continue avec le carnaval de Tenerife. Donc très rapidement sur celui-ci, il est aussi extrêmement... visité. C'est le carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Il se fait aussi dans la semaine qui précède le mercredi des cendres. Donc tu vois que le carnaval reste dans une période qui est extrêmement, sauf celui de Notting Hill, mais c'est toujours dans une période extrêmement précise qui est après l'épiphanie et qui se fait avant le mercredi des cendres. Donc la durée de ce carnaval, donc c'est des centaines de groupes qui y participent aussi. Mais là pour le moment, eh bien j'ai pas mis de photos parce que bon, il y avait rien de performant, enfin de particulier. Mais c'est un carnaval qui lui aussi se fait à partir de parades qui rencontrent un énorme succès. Il y a des défilés, il y a de la danse, il y a des couleurs, il y a des grosses représentations sur les places principales où tout le monde fait la fête, et c'est retransmis à la télévision pratiquement depuis le début, avec la consécration de Miss Carnaval qui se fait à ce moment-là. Il est pour beaucoup presque aussi important que celui de Rio. Il n'a pas encore touché, il n'est pas devenu plus important, mais en tout cas, il veut en prendre le chemin. D'accord. Voilà. Ensuite, eh bien, allez hop, on change de continent, on change de zone et on va aller, laisse les gondoles à Venise. Ah, bah oui. Voilà, le carnaval de Venise. Un carnaval d'un autre genre, un carnaval extrêmement, je dirais, pour le qualifier de bourgeois. C'est un carnaval très propre, très beau, glamour, qui est fait avec beaucoup de délicatesse, avec des couleurs qui sont des couleurs dorées, argentées, dans les rouges, dans les mauves, soyeux, etc. Il existe depuis la Renaissance. C'est pour ça qu'il a un petit peu cet attrait-là. Il possède une élégance unique à nulle part ailleurs, ce carnaval de Venise qui se fait à la tombée de la nuit, où tout le monde part masqué, justement, avec ses masques, tout le corps est habillé. Et il y a donc un genre de moment de fusion entre la noblesse de ce carnaval et puis quelques moments, on va dire, où on se laisse aller au travers de jeux d'amour, de jeux de cache-cache, etc., etc. Donc le carnaval de Venise est l'un des spectacles les plus beaux de la planète. C'est ainsi qu'il est défini partout où j'ai été regarder.
avec ces milliers de masques qui viennent de partout en Europe. Ils ne se font pas juste à Venise, mais il y a des spécialistes donc, qui font ces masques, qui les créent, et ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Et donc, la fête dure une dizaine de jours. Elle est beaucoup plus raisonnable qu'à la Renaissance, ou à la Renaissance, on sait très bien que cela durait à peu près 6 mois, et que pendant ces 6 mois, eh bien, c'était de la débauche. En veux-tu, en voilà. C'était un peu plus décadent. Aujourd'hui, on s'est rangé derrière de très beaux costumes, et c'est l'un des plus beaux carnavals, je l'ai dit. Il dure 2 semaines jusqu'au mercredi des Cendres. Des milliers de personnes viennent de partout dans le monde pour participer à ce carnaval qui aujourd'hui dure une vingtaine de jours par rapport à sa création. C'est l'un des événements majeurs, je l'ai dit. Voilà. Et si on veut participer, on peut trouver facilement le costume? On trouve facilement des costumes. Alors bien sûr, il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute parce qu'on n'en aura pas, ou alors il faudrait venir avec son costume ou le faire exprès. Mais voilà, donc c'est un carnaval d'après... extrêmement, comment dirais-je, élégant aussi. Et puis, c'est un carnaval de mascarade aussi, quand même, parce qu'il est question de revivre encore des jeux de cache-cache et de raffinement, avec tout ce que ça comporte de raffinement. Comprenez et décodez. D'accord? Voilà. Allez, on continue. Donc, je vous ai parlé de Trinidad, de Tobago tout à l'heure, Steel Band. Je ne vais pas y revenir. Je vous emmène dans un pays où il fait un petit peu plus froid. Il s'agit... Vous avez vu comme je suis sage aujourd'hui? Tu as rien dit? C'est vrai. T'as vu? Non, mais oui, je pensais voir des plumes, quelque chose. Il y en a assez comme ça dans les images. Je me suis dit, je mets juste une petite tenue qui brille un petit peu. D'ailleurs, c'est une tenue de plage, mais qui conserve... Ça va bien aussi avec. Je vous ai pris le petit masque qui va bien avec, la petite plume sur le côté. Mais j'ai dit aujourd'hui, je suis très soft parce que les couleurs sont là et je veux mettre plutôt en avant ces couleurs-là que moi. Ok, donc ça sera peut-être la prochaine fois alors. La prochaine fois. En fait, j'avais prévu quelque chose de très... mais comme Danick n'était pas là, eh ben, oh bah oui. Tu en es privée, Jessie. Allez, ça rafraîchit un peu l'atmosphère. Pourquoi? Parce que nous partons au Québec. Au Québec aussi, il y a un carnaval qui, lui aussi, c'est le doyen des festivals d'hiver, puisque le carnaval au Québec, eh ben, il fait froid. Là-bas, j'y suis allée une fois au mois de janvier. Il faisait moins 28. Il ne fallait pas ouvrir la bouche. Et on pouvait à peine respirer. Alors, vous allez voir tout à l'heure que le Québec, c'est un événement, effectivement, du premier plan. Mais c'est surtout une fête qui est axée sur la célébration de l'hiver. Alors bien sûr, il y a des couleurs, il y a le carnaval, on s'y amuse. C'est un carnaval de niveau mondial également qui s'y déroule la dernière semaine de janvier. Mais c'est un moment également qui peut être assez glacial, vous verrez, sur l'une des célébrations de ce carnaval. C'est un carnaval qui a débuté dans les années 1880-90. Et qui a connu donc une apogée et qui s'est reconstruit, refondé, restructuré en 1954 parce qu'il a été repensé à ce moment-là. Il va naître également à cette période le fameux bonhomme carnaval qui est l'effigie du carnaval au Québec. Donc des attractions, des courses de canots, des palais de glace, des concours de sculpture de glace sont les éléments forts de ce carnaval et surtout des féeries de nuit où on illumine tous ces châteaux de glace qui ont été construits. C'est vraiment la fête de l'hiver. Il y a normalement une autre photo qui illustre, voilà. Ouais. Donc tu vois, c'est magnifique. J'ai eu le temps d'y aller. Voilà, des effigies totalement de glace. C'est quelque chose de magnifique. Et donc c'est près de 500 000 personnes qui viennent voir ce carnaval. C'est le plus grand festival d'hiver au monde, celui de Le Québec, il dure environ 17 jours et les thèmes principaux sont le sport, bien sûr, l'hiver, le déguisement, les courses de traîneaux à chiens, les courses de canots, les courses de sculpture de neige et les concours de bains de neige et de patinage de luge. Brrr. Allez hop, on continue, on quitte Québec et on arrive en Allemagne. Tu vois, on est dans les pays où il fait un peu plus frais. L'Allemagne à Cologne, où là aussi il y a un carnaval. Celui de Cologne, il est déjanté. Il se fait la semaine précédente le Mardi Gras et il attire plus d'1 million de personnes chaque année. 6 jours de fête, le jeudi est le jour dédié aux femmes. Le dimanche a lieu la parade, le lundi est le jour de la parade principale et le mardi, les gens de la banlieue de Cologne se déguisent et tout le monde vient en masse sur ce carnaval pour y apporter son petit grain de sel. Voilà, la saison du carnaval de Cologne démarre officiellement le 11 novembre à 11h11. C'est précis. À 11h11. Oui, le 11 novembre, 11h11. D'accord. Pas une minute avant, okay. Pas une minute après. Ça a une symbolique, ça démarre là. Les attraits, ce sont les géants de papier de ce carnaval qui sont faits en papier mâché et qui représentent des caricatures des politiciens allemands et internationaux. Qu'on se le dise. On quitte Cologne et on vient vers un carnaval que tout le monde connaît en France aussi, qui est celui de
Nice. Nice, bien sûr, sur la belle allée de Nice. Le plus connu des carnavals français est celui de Nice et qui est connu également grâce à une bataille qui est sa bataille célèbre de fleurs. On se bat avec des fleurs. On vous dit, eh bien, ne vous faites pas battre avec des roses, mais il y a des fleurs qui n'ont pas d'épines et donc là, ils ont choisi donc de faire des batailles de fleurs. Créé en 1830, le carnaval se fait sur la promenade des Anglais depuis 1876 et on peut y voir des œillets, des roses, des glaïeuls, des gerbéras et j'en passe et des meilleurs. Du mimosa, bien sûr, qui sent si bon à cette période de l'année. Les carnavaliers, ils prennent en charge toute la réalisation de leurs chars et de ces géants de papier mâché. C'est un travail colossal qui prend des semaines, voire des mois, pour pouvoir mettre toutes ces couches de papier mâché les unes après les autres et ensuite de décorer, de colorer, de peindre, de donner la forme. Il y a des sculpteurs donc, qui sont spécialisés, qui travaillent l'argile pour pouvoir réaliser ces gros moules, pour réaliser donc ces masques. Ça se fait aussi avec de la farine, du papier, et ça tient apparemment très bien. Des formations musicales et étrangères, françaises et étrangères, donc participent à ce carnaval et les chars peuvent mesurer de 6 à 7 mètres de haut, 9 mètres de long, c'est gigantesque. La décoration est faite à la main à l'aide de pétales de milliers de fleurs, très souvent collés un à un dans la nuit et la matinée qui précède la grande bataille. Donc c'est minutieux. Ah ouais, c'est un travail minutieux. Ça se fait donc vers la mi-février. 11 parades qui présentent près de 1000 musiciens et danseurs du monde entier. Les festivités s'étalent sur une quinzaine de jours. La parade de fleurs, ce sont plus de 100 000 fleurs qui sont ainsi préparées pour ce carnaval et qui sont jetées à la foule. Je terminerai avec un carnaval haut en couleurs, dans un pays où la couleur est passée maître, les fleurs aussi. Un pays où le carnaval, on se demande si c'est véritablement du carnaval, tant les couleurs sont explosante, éblouissante. C'est un pays où de toute façon la couleur est reine. Il s'agit de l'Inde, les costumes sont chatoyants et là, eh bien, avant les color parades de chez nous, ils avaient déjà inventé les color parades, celles du carnaval, puisque on se jette de la poudre de riz colorée durant tout le carnaval et ça fait des féeries de couleurs. Donc ça se fait à Goa Intruse, à Panaji en Inde et là le carnaval dure 3 ou 4 jours, il précède le Mardi Gras, des douzaines de chars et des centaines de participants. Et là, le choc, c'est entre ces couleurs habituelles et le carnaval. On se demande donc, est-ce qu'effectivement, l'Inde, c'est tous les jours carnaval, grâce à ces couleurs, à ces féeries d'habillement et de chatoiement, ou est-ce que c'est uniquement réservé à cette période-là? Mais enfin, en tout cas, dans les traditions indiennes, tu vois que la couleur fait partie de la vie au quotidien. Alors, donc, je me suis arrêtée là, mais il y a aussi le carnaval de Bâle, qui est le théâtre d'un carnaval depuis de nombreuses années. Toujours de la même période, il y a aussi le carnaval de Dunkerque en France et il y en a d'autres, mais je vous ai retenu vraiment la quintessence des carnavals. Voilà, merci, pour ce petit tour du monde. Ah oui. Allez, on passe vite après ce carnaval au Big Event. Je vous ai dit qu'on parlait tradition et patrimoine au moule, avec le moule en héritage. C'est la 3e édition de ce 2e ou 3e édition de ce moule en héritage, où il est question donc de patrimoine, de culture. Ça se tient du 8 au 31 janvier, ça a commencé déjà. Le thème « Les Amérindiens » cette année permettra de valoriser au travers d'expositions, par exemple celui de Madame Mireille Prompt et sa fille Marie-Nathalie Prompt, qui abordent l'art amérindien dans leur travail de poterie, de sculpture. Donc elles ont une exposition qui est toujours en cours à la Bibliothèque municipale du Moule. On va également se promener sur les abords de la rivière d'Audouin grâce au canoë-kayak, donc exposition de Kanawa également, les premiers Kanawa, fabrication. On va également avoir des expositions autour de la Kanawa. Et puis, la grande parade carnavalesque, c'était dimanche dernier qui s'est faite, mais il va y avoir jusqu'au 29 janvier des visites guidées de certains sites très forts au moule, tels que Néron, les Moulins, le site archéologique Wapiti qu'on voit derrière nous, avec les établissements scolaires. Et puis, il y aura aussi des soirées avec des personnalités, des programmes de guidage dans le moule pour découvrir des sites patrimoniaux avec des professionnels du tourisme qui vont vous promener. Donc renseignez-vous auprès de l'Office du tourisme, renseignez-vous auprès de la mairie, auprès de la bibliothèque, vous aurez plein de réponses. Et puis surtout, je m'arrêterai sur le dimanche 24 janvier où il y aura la 2e édition à l'habitation Néron d'une belle soirée avec les baroudeurs du moule. Alors roulez en temps longtemps. C'est une soirée qui va se tenir de 9h à 17h, enfin toute une journée. Balade en cabrette, atelier de maquillage, jeux traditionnels, atelier de labour, relooking de bœuf. J'avais pas encore vu
vu ça, mais ça vaut sans doute le détour. Comment relooker vos bœufs? Peut-être il faut limer les cornes. Comme à la Désirade, il relook les cabris. Et bien là, on relook les bœufs. Nous, on fait plus fort. Allez, confection de roux, atelier de comment planter la canne à sucre, la ronde à timoun, gros cas. Vraiment une journée très, très chargée en atelier, en découverte, cuisinez en nous, et vous aurez la possibilité bien sûr de boire et manger sur place. Il y aura la vente de repas, mais il y aura aussi des démonstrations de danses traditionnelles telles que la danse indienne, la ronde à timoun, le gros cas, etc. Donc n'oubliez pas d'y aller. Et le vendredi 29, je terminerai par ça pour ce grand moment au Moule, le vendredi 29 à l'espace Vysotsky. Vous allez avoir de l'initiation à la Begin, initiation également à la quadrille avec le groupe Super Tradition. Donc si vous ne savez danser ni l'un ni l'autre, c'est le moment d'aller à l'espace Vysotsky où vous allez pouvoir vous initier. Et puis, il y aura ce jour-là une manifestation nautique autour du débarquement de la Kanawha, encore une fois, sous la rivière d'Audouin. Donc là aussi, plein de renseignements à l'Office du tourisme. Et on terminera le 31 janvier avec une messe, avec la fanfare et les associations, et une parade masquée. Alors ça, c'est très très beau. Je l'ai vu l'année dernière, une grande parade qui traverse tout le Moule, avec des bœufs habillés justement. Ouais. Oh, des belles charrettes décorées, et les bœufs habillés mais sur leurs plus beaux atouts. Il faut voir cette parade, elle est magnifique, elle est organisée par le comité du carnaval, c'est vraiment sensationnel, et ça c'est le 31 janvier. Voilà, donc vous savez tout sur ça. On a encore un peu de temps pour les beignets ou pas? Un petit peu, oui. Alors, beignets de carnaval, vous avez compris, je suis dans le carnaval jusqu'au cou. Donc, beignets de carnaval à l'antillaise. Je ne vous donnerai pas la recette tout entière, mais vous allez la voir sur le ZCL, sur le site. Vous aurez toute la recette, la méthode, les proportions et peut-être une ou deux variantes, les bugnes également, qui se font durant cette période-là. J'ai testé. Tellement bon. La prochaine fois, peut-être, je ramènerai pour Danick et pour Jessie. Ah bah mais oui. Voilà, je vous propose de retrouver cette recette sur le site donc, du ZCL. Je mettrai ça en ligne, je pense, dès demain, au plus tard aujourd'hui, mais vous aurez la recette et c'est vraiment excellent. Ça fait plaisir aux enfants, ça fait plaisir à tout le monde. Vous mettez un petit beignet dans la bouche, c'est juste la proportion pour une bouche, ça fond dans la bouche, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Déjà faim. Voilà, donc ça sera tout pour la recette du jour et on va terminer avec l'agenda. Très vite, on parle de patrimoine à Pointe-à-Pitre. La ville de Pointe-à-Pitre organise chaque année une journée du patrimoine et là, eh bien, à cette occasion, des conférences, expositions, des visites commentées qui vont être proposées, par exemple là, autour de l'architecture telle que Aliture, qui était un ancien architecte, Gérard Michel Corbin, Gilbert Mathias, les grands projets de rénovation urbaine vous seront présentés et tout ça donc le 20 janvier au centre culturel Réminé-Souta. Des conférences sur reconstruire la Guadeloupe après la destruction de 1928 donc vous seront proposées. Donc je vous propose de vous renseigner auprès du service patrimoine de la ville de Pointe-à-Pitre pour avoir tous les renseignements sur cette grande visite, cette grande exposition et journée du patrimoine de Pointe-à-Pitre. Je vais parce qu'il y a plein de dates, je ne vais pas pouvoir vous les donner toutes. Il y a le 22 janvier, le 23 janvier, il y a tout plein de choses. Vraiment, appelez sans tarder. C'est très facile à trouver le numéro 1 du centre culturel ou à la mairie de Pointe-à-Pitre pour avoir les renseignements sur ces journées du patrimoine. Et je voulais vous parler d'une exposition photo dont j'ai déjà parlé. C'est celle donc, qui a été faite par Adolphe Catan sur le carnaval toujours. Une exposition de photos de 1920 à nos jours. Et là, c'est depuis 1920, c'est du 2 au 30 janvier, ça a déjà commencé. Le carnaval est immortalisé sur 50 ans et vous allez pouvoir voir cette exposition à la Maison de l'Art, 16 rue Baudot à Basse-Terre. Allez hop, parce que je suis gentille, je vous donne un numéro de téléphone, le 06 90 38 21 27. Mais vous aurez tous ces renseignements sur ma page chronique dans le ZCL, sur le site. Théâtre au Lamentin, avec une pièce de théâtre qui s'appelle 4. Et puis, là aussi, vous allez pouvoir vous renseigner au Théâtre du Lamentin pour cette pièce de théâtre qui est intéressante. Je vous parle très vite également de ce trio, un trio de musique avec du jazz. Éric Danquin, c'est aux couleurs créoles, le trio Nascimento. À côté, c'est avec Éric Duy également. Et ça, c'est sur la plage du Bourg, à Sainte-Anne. Voilà, je voulais vous dire qu'il y a un casting qui va se faire très prochainement, je crois, le 26 janvier prochain, pour une pièce de théâtre qui doit se tourner. Et ce casting, eh bien, c'est pour 2 acteurs principaux
principaux, une femme et un homme. Rapprochez-vous de Courte Ligne, qui est la compagnie théâtrale Courte Ligne. Vous trouverez sur Internet et de toute façon sur le site, vous aurez les renseignements pour pouvoir peut-être participer à ce casting. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Martine, on se dit à la semaine prochaine alors. Yes, avec plaisir. Super, il est tout juste 14h. Je vous remercie de nous avoir suivis donc aujourd'hui. Si vous avez raté l'édition et surtout les bonnes adresses de Martine, donc vous allez sur le www.zcl.tv. Danick, si tu nous regardes, on te fait de gros bisous et reviens vite. Moi aussi. Je vous souhaite une bonne après-midi et à demain même heure. C'était pile poil alors.